Le métro prend ici des chemins de traverse. Il permet de quitter le cœur de Paris pour tenter une excursion en dehors des limites de la ville, dans sa banlieue, Nouveau Faubourg, Paris de demain. Car le projet du Grand Paris est en marche. Et avec le métro, il se concrétise déjà. C'est sur les traces de la basilique de Dagobert que l'on a construit la basilique de Saint-Denis. La voilà, la basilique Saint-Denis, pilier de notre histoire. Alors quand on s'approche de la façade, son style gothique peut paraître un peu lourd, un peu épais, un peu massif, presque de style roman. Eh bien c'est tout à fait normal, parce que vous avez devant vous une des plus vieilles églises, si ce n'est la plus vieille église gothique de France, construite en 1136. Alors à l'intérieur, bien sûr, les restes des souverains ont disparu depuis longtemps, mais on peut encore contempler leurs gisants, construits par les hommes à travers les siècles pour célébrer la grandeur de la monarchie et surtout de la France. Suivez-moi. À l'intérieur, c'est un enchantement. Les colonnades se font aériennes et se dressent vers les voûtes avec légèreté. Les vitraux diffusent une lumière chamarrée qui vient jouer avec les formes. Ici, le gothique prend de la hauteur. Il se montre dans sa phase rayonnante du XIIIe siècle, terme que l'on doit aux rosaces du transept. Voyez plutôt. Dans cette basilique, l'histoire de France nous attend. Ils sont tous là, ou presque. Nos anciens souverains. Au total, pas moins de 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses et 10 grands du royaume. Tous ont été inhumés ici. Et c'est ainsi que Saint-Denis est devenue la plus grande nécropole royale du XIIe au XIXe siècle. Auparavant, elle disputait le titre de cimetière des rois avec d'autres, comme Saint-Germain-des-Prés. Mais reposer auprès des reliques de Saint-Denis l'emporte. Avec la puissance du Saint-Martyr, les rois enterrés à ses côtés s'assurent l'ouverture des portes du paradis. Alors bien sûr, les restes de ces personnages royaux ont disparu depuis longtemps. Mais nous avons encore sous les yeux les mausolées construits par les hommes à travers les siècles pour célébrer la grandeur de la monarchie et de la France. Un peu plus bas, la crypte aussi est un témoignage merveilleux des temps anciens. Le mausolée de Saint-Denis, premier pensionnaire des lieux, a été dégagé. On ne voit plus que l'emplacement vide de son tombeau. Autour de lui, il y a des vestiges de la crypte du 8e siècle, là où fut enterré Fulrad, abbé de Saint-Denis. Et ces petites niches ici servent à poser pieusement les bougies du souvenir. C'est un des lieux les plus symboliques de toute l'histoire de France. La visite est émouvante. C'est pour moi l'endroit le plus symbolique de l'histoire de France. À l'intérieur, tout est calme, apaisé, et on peut tranquillement rêver à ce qui fait encore aujourd'hui la grandeur de notre patrimoine. L'histoire semble ici nous observer. Mais elle n'est plus qu'un souvenir vaporeux, car les corps de nos rois disparaissent à la Révolution. En 1793, la Convention a décidé de détruire les mausolées fastueux de la monarchie. Les caveaux sont ouverts systématiquement. La moustache de Louis XIII fait sensation. Le visage de Louis XIV apparaît étrangement noir. Et le corps en putréfaction de Louis XV dégage une odeur atroce. Bientôt, un face-à-face anachronique met en présence Robespierre et le bon roi Henri IV. Le temps n'a guère altéré les traits du monarque, mais sa barbe carrée est devenue bien broussailleuse, grise et terne. On se demande ce que cherche l'incorruptible dans cette rencontre qui défie le temps. Soudain, mu par une impulsion irrésistible, Robespierre avance sa main vers la barbe du cadavre et d'un geste sec en arrache 2 poils. Avec soin, il range ensuite ses reliques royales dans un petit portefeuille, prestement enfoui dans le gousset de son habit. Et les révolutionnaires empilent les cadavres royaux. Mais une fois la profanation accomplie, une question se pose. Que faire de tous ces corps entassés ? Finalement, le corps d'Henri IV est jeté avec les autres dans la fosse commune. On la trouve au nord de l'église, à ce niveau du jardin Pierre de Montreuil. Exhumés sous la Restauration, les restes royaux, rongés par la chaux vive, sont pieusement replacés dans un ossuaire de la crypte. Enfin, ce qu'il en reste. Avant tout cela, au 8e siècle, l'abbaye de Saint-Denis a fait une entrée fracassante dans notre histoire. C'est avec Pépin le Bref que l'abbaye va devenir un lieu sacré, où les rois imposent leur autorité au nom de Dieu. La nation franque met fin au règne de votre sublimité et à la continuité de votre dynastie.
Voilà ce qu'annoncent simplement les hauts dignitaires. Les nobles et les évêques de cette délégation viennent simplement mettre un point au règne d'un roi terne, jugé insignifiant. Car en ce 8e siècle, il est connu que Childéric III ne gouverne pas lui-même, mais que c'est un duc qui tient les rênes du royaume à sa place. Et le pape Zacharie a aussi reconnu qu'il est juste et raisonnable que celui qui exerce l'autorité royale porte le nom de roi. C'est un coup de force, et celui-ci est appuyé par l'Église. Cet honneur, Pépin le cherche d'abord hors de Paris. Dans une cérémonie du sacre, la première de l'histoire de France, Pépin est nommé roi des Francs sous les voûtes de la cathédrale de Soissons. Le nouveau roi ne manifeste guère son intention de s'installer à Paris, la capitale des Mérovingiens. D'ailleurs, il ne songe pas vraiment à installer sa cour et son autorité dans une ville en particulier. C'est un roi itinérant qui va de ville en ville. Mais en définitive, Pépin a besoin d'un sacre plus grandiose qu'une cérémonie en catimini à Soissons. Le 28 juillet 754, le pape Étienne II vient le bénir à l'abbaye de Saint-Denis. Et tandis qu'il accorde sa bénédiction à Pépin, le pape s'adresse aux princes et aux nobles ainsi. Nous vous ordonnons, sous peine d'excommunication, de ne jamais choisir d'autres rois que ceux de la race de Pépin. Sacré par sa sainteté devant tous les membres importants de la chrétienté, Pépin peut désormais avoir une lignée royale irréfutable, celle des Carolingiens, et assurer ainsi l'avenir de ses fils. Le sacre de Pépin et la venue du pape témoignent du développement de la basilique Saint-Denis. Elle s'est considérablement développée. De privilèges en avantages fiscaux et en donations, elle est passée de simple abbaye à cathédrale avec siège épiscopal. 14 ans plus tard, c'est à Saint-Denis que Pépin, vieillard de 54 ans, tient à mourir. Son fils Charles entamera des conquêtes territoriales pour étendre son royaume. Charles le Grand, Charlemagne, futur empereur d'Occident, ira fixer sa capitale à Aix-la-Chapelle. Et pour Paris, le coup est rude. La ville n'est plus le siège du royaume, mais un simple port sur la Seine. Clovis y était installé pour étendre son royaume au sud, mais l'étendue de celui de Charlemagne vers la Germanie a tout chamboulé. La ville n'est plus animée par la présence du roi et de sa cour. Elle n'a donc plus de raison d'être protégée. Sa population se réduit à quelques milliers d'habitants et se recroqueville à nouveau sur l'île de la Cité.